Pour ça, merci. Merci. Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être là. Je suis heureuse que cette conférence soit dédiée à Pedro Soleil, très grand guitariste, très grand musicien, puisque justement ce soir, nous allons parler d'un très grand guitariste aussi. Ça va comme ça? Ça ne marche pas, mais plus près, si vous pouvez. Ça marche pas? Si, ça marche, mais plus près. C'est mieux comme ça? Ça va? Je me présentais rapidement avec plaisir. Donc, je m'appelle Nicole Hirn. J'ai fait une carrière de professeur de lettres classiques que j'ai terminée à Perpignan au lycée Arago. Et puis, la page de l'enseignement tournée. Je me suis consacrée à l'écriture. Auparavant, j'avais déjà écrit des ouvrages de littérature destinés aux élèves ou à leurs professeurs. Mais là, c'est la littérature au sens large qui m'intéresse. Et j'ai écrit aussi bien des romans que des nouvelles, des essais aussi, des romans historiques en particulier, des biographies, etc., etc. Et donc, l'écriture comme la lecture, c'est pour moi une grande, grande passion. Merci à l'association Culture et Patrimoine en Côte-Fermeille de me recevoir ce soir, à l'initiative de l'association Les Amis de François de Fossat, avec son président Pierre Coureux, ici présent, pour vous parler du maître de Perpignan, ainsi appelé d'abord par les Italiens, et ensuite par Jacques Queyrat, qui fut le premier biographe de François de Fossat, dont la vie, je dirais, tourmentée et l'œuvre absolument exceptionnelle m'ont inspiré donc deux romans, L'exil d'un virtuose et Variations en clair-obscur. Alors pour commencer, je voudrais apporter quelques précisions. François de Fossat a écrit des arrangements d'œuvres de ses contemporains, des transcriptions d'ouvertures d'opéra, de la musique de chambre, du trio des quatuors, mais aussi bon nombre d'œuvres personnelles pour la guitare solo. Et vous êtes arrivé au son d'un divertimento qui était interprété, comme tous les extraits que vous entendrez ce soir, par mon ami guitariste Juan Francisco Ortiz, avec son accord naturellement. Longtemps professeur au Conservatoire de Perpignan, sans doute beaucoup d'entre vous le connaissent-ils, compositeur et concertiste qui se produit dans le monde entier. Mais il fut le premier en France à enregistrer un CD de François de Fossat et le premier aussi à le faire connaître, en particulier dans le département. Alors, il est devenu pour moi un ami, je le disais tout à l'heure, et c'est donc tout naturellement que je lui ai dédié L'exil d'un virtuose, mon premier livre, dédiant le suivant à tous les guitaristes qui jouent François de Fossat. Ce divertimento que vous avez entendu, c'est un arrangement réalisé à partir d'extraits de deux symphonies de Haydn, l'Impériale et la Reine, dont Fossat a donc tiré un solo pour la guitare qui donne, vous avez pu vous en apercevoir, un aperçu de sa maîtrise en matière d'arrangement musical. Je voudrais ajouter une chose, c'est qu'il faut toujours avoir en tête qu'au XIXe siècle, on n'avait pas de radio, on n'avait pas de CD, on n'avait pas de disque, et par conséquent, faire des arrangements pour la guitare et les jouer dans les salons, c'était une façon de faire entendre des airs célèbres de compositeurs de l'époque, quand on ne pouvait pas nécessairement aller écouter un orchestre tout entier. Donc ça explique pourquoi il y a eu cet engouement pour la guitare qui permettrait encore une fois de faire entendre des morceaux souvent célèbres et que les gens avaient plaisir à écouter dans les salons.
Alors, je vous propose maintenant d'écouter un autre extrait. C'est le Tempo Giusto d'un Minuetto. C'est le 7e des 12 divertissements de François de Fossat. Met en valeur son désir de modernité et sa liberté de création, puisque justement il n'avait aucune contrainte, qu'il pouvait composer comme il l'entendait, puisque la musique n'a jamais été son gagne-pain. Alors le premier livre que j'ai publié, L'exil d'un virtuose, publié aux éditions Cap-Béat, couvre la première moitié de sa vie jusqu'en 1813. C'est à la fois, je dirais, un roman d'aventure et puis le roman d'apprentissage aussi d'un très jeune homme qui est emporté par le vent de l'histoire, avec ses faiblesses naturellement, et aussi avec ses rêves. Cet homme qui a réellement existé est donc le personnage principal, ça va de soi. Voici les deux seuls portraits de François de Fossat qui sont parvenus jusqu'à nous. Sur le premier, c'est un camé d'origine familiale et il est en tenue de chef de bataillon de l'armée française. Il a environ 50 ans. Le second, c'est une miniature de 8 cm et demi sur 10 qui a été réalisée par Pierre Priou, qui était un miniaturiste, ami de la famille de Fossat. Et sur cette miniature, il a environ 65 ans. Il porte ces 3 décorations, la croix de Saint-Louis, la croix d'officier de la Légion d'honneur et l'ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand d'Espagne. Dans mon livre, François de Fossat est entouré d'un certain nombre de personnages historiques, je dirais des célébrités de l'histoire, en particulier le roi Joseph-Napoléon, Miguel José de Arsanza, vice-roi et ministre, Chateaubriand aussi, et bien d'autres.
J'ai introduit quelques personnages de fiction, mais ils tiennent des rôles tout à fait secondaires. François de Paul Jacques Raymond de Fossat, qui a abrégé son nom de musicien en François de Fossat, est né à Perpignan le 31 août 1775 dans une famille bourgeoise qui a été anoblie en 1786 par Louis XVI. À 17 ans, François quitte sa ville natale, ses proches et surtout sa sœur, tendrement chérie, Thérèse, qui est restée dans la maison familiale. C'est un très jeune homme encore qui est pris dans ce qu'il appelle lui-même l'orage révolutionnaire. Voici sa maison natale, la façade sud, qui se trouve rue Napincada, qui existe donc toujours non loin du Campo Santo, en face de la fontaine du même nom. Voici maintenant la façade ouest, qui donne sur l'actuelle place Jaubert de Passat, que tout le monde appelle la place du Figuier. Et puis voici la fontaine Napincada, qui se trouve en face donc de la maison natale. Elle date du XIVe siècle et elle doit son nom à la famille Pincard qui justement habitait dans la maison à laquelle elle est adossée. François de Fossat a perdu sa mère à 11 ans et son père à 14. Sa sœur, qui était son aînée de 8 ans, eh bien, elle est tout pour lui. Elle est sa marraine, elle est sa confidente, son amie, un substitut de mère et aussi un idéal féminin. Alors, en beau-fils d'un très éminent juriste de l'époque, François de Fossat a entamé des études de droit dès l'âge de 16 ans. Il était précoce. Et il avait commencé ses études dans la très célèbre université de l'époque, l'université de Perpignan. Seulement, c'est la terreur. Louis XVI a été guillotiné en janvier et les Bourbons d'Espagne viennent de déclarer la guerre à la France révolutionnaire et de commencer à envahir le Roussillon. Alors François, il risque sous très peu d'être concerné par la levée de troupes. Il part donc en avril 93, peut-être poussé par sa sœur. Il pourrait gagner l'Espagne, où sa famille a des amis et même des cousins. Mais il choisit de rallier l'armée contre-révolutionnaire des émigrés comme volontaire distingué, et plus précisément la Légion Panetier, qu'il va suivre jusqu'à Collioure, avant de s'embarquer en catastrophe, en pleine tempête pour Rosas en 1794. Quand la paix avec la France intervient en 95, François pourrait rentrer et choisit de rester en Espagne sous la protection d'un ministre du roi Charles IV. Et ce ministre, c'est Miguel José de Hasanza, qui va suivre à travers l'Espagne jusqu'à Cadix, d'où, après une très longue attente, ils vont s'embarquer pour le Mexique. Et durant cette période à Cadix, la vie amoureuse de François de Fossat a connu moult péripéties savoureuses et tout ce qu'il y a de plus authentique, mais que je vous laisse découvrir éventuellement dans mon livre. Voici Hasanza, le portrait de Miguel de Hasanza. Il est en tenue de vice-roi du Mexique. Il a été vice-roi de 1798 à 1800 et on attribue ce portrait à Agustín Estef, un peintre espagnol de la cour royale, manifestement influencé par Goya. Au retour du Mexique, 6 ans plus tard, Fossat va connaître un temps de vache maigre, sans emploi, sans avenir, d'autant que, pour les yeux, les beaux yeux, dirais-je, d'une Andalouse, il a quitté l'armée espagnole dans laquelle il s'était engagé en 1801.
Donc il n'a plus rien. Et il ne sait vraiment pas de quoi vivre. Heureusement pour lui, il retrouve la protection d'Asanza en 1808 et il poursuit à nouveau une existence très riche en aventures. Mon projet à moi n'a pas été d'écrire une biographie au sens strict du mot. J'ai besoin de l'espace de liberté qu'offre le roman, tout en respectant naturellement certaines contraintes. Et d'abord, il m'a fallu m'approprier cet homme qui appartient au passé, qui a un vécu tout à fait insolite et dont musicologue et interprète d'aujourd'hui s'accordent à dire qu'il a produit une œuvre absolument remarquable. Me l'approprier, cela signifiait lui donner de la consistance, de la cohérence et surtout l'incarner dans l'époque troublée qui fut la sienne, fin 18e, première moitié du 19e siècle, et dans les pays où il a vécu, la France évidemment, l'Espagne et le Mexique. Il n'est pas évident de saisir la personnalité de cet homme très complexe à travers les 572 lettres qu'il a écrites à sa sœur Thérèse et les quelques autres documents, le tout conservé aux archives départementales de Perpignan. Et je dois dire que plus on le lit, plus on découvre un homme qui est à la fois tourmenté, paradoxal, mystérieux, quelquefois un petit peu ambigu. En fait, c'est sa musique qui m'a personnellement séduite d'emblée et qui m'a permis de mieux l'approcher. Elle m'a profondément touchée et sans être guitariste moi-même, j'en ai perçu la difficulté d'exécution qui est grande, l'originalité, la richesse, la modernité aussi parfois. Nous ne savons pas tout de François de Fossat et surtout nous n'avons qu'un seul point de vue, le sien. 572 lettres certes, mais nous n'avons pas les lettres que sa sœur lui a répondues, sauf une. Alors j'ai donc pu me glisser aussi dans les brèches, les zones d'ombre, les non-dits qui sont dus tantôt à la censure de l'époque, qui parfois était très très forte, surtout en Espagne, et puis tantôt aussi, je crois, à la personnalité même de François de Fossat. En tout cas, mon souci constant, ça a été de concevoir des scènes, des situations, des comportements qui correspondent à la personnalité de François de Fossat, du moins telle que je l'ai perçue, bien sûr en y intégrant avec le plus de rigueur possible les événements historiques qui n'ont pas manqué et qui étaient parfois très importants. Alors j'imagine ainsi, dans cette première époque, une passagère clandestine sur le bateau qui ramène François de Fossat du Mexique. C'était courant à l'époque sur la route du Nouveau Monde, et pour moi c'était une façon de mettre en valeur un trait de caractère de Fossat qui est facilement ému devant la détresse de quelqu'un, surtout quand il s'agit d'une femme. J'ai aussi inventé une rencontre avec Chateaubriand auquel j'ai pensé plus d'une fois en lisant les lettres de François de Fossat. Et cette rencontre n'a absolument rien d'invraisemblable puisqu'ils étaient à Cadix en même temps, début avril 1807, et qu'ils ont tous les deux été invités chez le comte de Canclos, qui était alors le vice-consul de la ville. Alors j'avoue avoir pris un plaisir certain à écrire un dialogue entre eux en forme de pastiche. Mais là aussi, cela devrait permettre, du moins je l'espère, de pénétrer la psychologie de Fossat, qui est plus tourmentée que jamais et très incertain sur son avenir. Autre rencontre imaginée, mais pas forcément imaginaire, avec le guitariste et compositeur Fernando Sor,
à Madrid en 1808. Fernando Sor, bien connu des guitaristes d'aujourd'hui encore. Nous ne savons pas quand exactement ils se sont rencontrés. Peut-être seulement Paris, plus tard. Mais quand même, ils étaient tous les deux à Madrid cette année-là. Et tous les deux fréquentaient forcément le milieu des musiciens. Et en outre, Fossa nourrit encore l'espoir de se faire une place au soleil à Madrid grâce à sa guitare. Alors, durant toute cette première moitié de son existence, De Fossa apparaît comme un jeune homme exalté, un romantique avant la lettre, en proie à une noire mélancolie, une expression qu'il emploie à plusieurs reprises dans ses lettres. Et puis, il est aussi en proie à des passions amoureuses absolument dévorantes. C'est un séducteur, mais finalement, la seule maîtresse, je dirais, à laquelle il va rester fidèle, c'est quand même la musique. À n'en pas douter, François de Fossa est un personnage romanesque, particulièrement intéressant parce qu'il est représentatif à la fois de son époque et de toute. C'est un jeune homme à peine sorti de l'enfance qui rêvait d'aventure, de voyage, qui rêvait de devenir riche, de rencontrer des femmes, de trouver l'amour et surtout qui rêvait de consacrer sa vie, pas du tout au droit, mais à sa passion de la musique qui l'intéressait beaucoup plus que le droit auquel le destinait la tradition familiale. Voici un portrait de François de Fossa que personnellement j'aime énormément. C'est un portrait qui a été réalisé, un portrait à la plume qui a été réalisé par le regretté Thierry Delory, qui a eu la gentillesse de me permettre de l'utiliser pour la couverture de mes deux livres. J'aime ce portrait parce qu'il a un côté intemporel qui lui ressemble et que le dessinateur a su donner une profondeur à son regard qui est parfaitement perceptible. C'est un être vulnérable, notre François de Fossa. C'est un adolescent prolongé, c'est vrai, par bien des côtés. Il est perpétuellement entraîné dans la tourmente de l'histoire dont il voudrait bien saisir les opportunités, ce qui peut le rendre maladroit ou parfois naïf. Cette histoire, elle le dépasse souvent. Et parfois, pourtant, il en saisit l'évolution avec lucidité. Et il répugne constamment à l'arbitraire, il déteste le clientélisme tellement répandu à son époque. J'ai vu en lui un homme influencé aussi fortement par la philosophie des Lumières, celle de Rousseau, qu'il a lue, celle aussi, évidemment, d'Azanza, son protecteur, voire jusqu'à un certain point du roi d'Espagne, Joseph, le frère de Napoléon, par ailleurs tous les deux grandes figures de la franc-maçonnerie de l'époque. Voici un portrait de Joseph en uniforme d'officier espagnol. C'est un portrait officiel qui a été peint par une Française, Inès Esménard. Alors il est très clair aussi que durant ces années, s'est posé à François de Fossa une simple question, dirais-je, de survie dans des pays qui étaient ravagés par la guerre, par la famine et les maladies, en particulier la peste et le choléra. On se demande parfois par quel miracle il a bien pu en réchapper. Il traverse ou il subit les conséquences de régimes politiques différents en Espagne puis en France. Il vit des conflits majeurs comme, entre autres, la guerre d'Espagne, la guerre d'indépendance des Espagnols contre Napoléon, que je mets en scène dans cette première époque toujours. Et ses choix personnels lui sont dictés, c'est vrai, par un certain opportunisme, mais il a réellement
et constamment le souci du devoir et de l'honneur. C'est un monarchiste convaincu au départ, et c'est tout à fait conforme à son éducation. Mais il va évoluer jusqu'à devenir partisan dans la seconde moitié de sa vie d'une monarchie constitutionnelle, à l'anglaise en particulier, et justement sa pensée à cet égard s'écartera très très fortement de celle de sa sœur. Même à l'égard de Napoléon, qu'il abhorre, je le cite, il l'a écrit, il l'abhorre, et pourtant, à certains moments, il nuance sa pensée et il lui accorde quelques mérites que, selon lui, la postérité saura lui reconnaître. Quant à l'Espagne, c'est sa nouvelle patrie. Il l'aime. Il aime aussi son peuple. Et dans mon livre, ce peuple a une large place, avec ce qui le rend souvent, lui aussi, très complexe, son amour de l'indépendance, sa fidélité sans faille à son roi et à sa religion. François de Fossat est très souvent, tout au long de sa vie, un malchanceux, un perdant. Et il en devient ses projets d'idées, ce malchanceux, a l'art de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est une aubaine pour une romancière, je ne vous le cache pas. Ainsi, il est à Mexico en 1800, au moment d'un énorme tremblement de terre, dont il réchappe quand même. Toujours au Mexique, il a une liaison qui lui vaut beaucoup d'ennuis avec Josefa Ortiz de Dominguez, une femme passionnée, future héroïne de la guerre d'indépendance du Mexique et qui, encore aujourd'hui, est une véritable icône. Vous avez là les portraits de Josefa qui ont été trouvés sur des sites internet mexicains. Sur le premier, elle a environ 32 ans, l'âge auquel l'a connu François de Fossat, qui lui en avait seulement 25. Elle est plus âgée sur le second, elle est morte en 1829 à 61 ans. Toujours dans le même ordre d'idées d'un François de Fossat malchanceux, il était à Cadix au moment de la bataille de Trafalgar, en octobre 1805. Et puis, il est à Madrid en 1808, au moment du soulèvement des Dos et traces de Maillot, immortalisés par Goya. Vous voyez d'abord El Dos de Mayo, c'est une huile qui date de 1814, qui est donc postérieure, parce qu'elle représente la charge des Mamelouks de la garde impériale, ramenés d'Égypte, dans les rues de Madrid le 2 mai 1808. Et puis voici El Tres de Mayo, les fusillés de la montagne du Prince Pi, qui se trouvait en dehors de la ville, le 3 mai 1808, seconde huile de Goya, toujours datée de 1814, sur le thème donc de ce terrible meurtrier soulèvement de mai. Et c'est sans doute pendant l'été qui a suivi cette terrible répression que François de Fossat décide de partir pour rejoindre, je le cite, la première armée espagnole rencontrée en lutte contre l'armée napoléonienne. Et c'est celle de Gregorio Garcia de la Cuesta. C'est un mauvais choix. Parce que la Cuesta, c'est un général espagnol vieillissant, aux décisions tout à fait malheureuses et aux défaites cuisantes. Fossat a des fonctions de formateur comme adjudant-major au régiment de Rennes. Il reçoit un éclat de mitraille dans le bras gauche à Almonacid, puis un coup de sabre à l'épaule droite lors de la retraite d'Ocaña en 1809, deux terribles défaites espagnoles. Fin janvier 1810, il est à Grenade et il est fait prisonnier sous l'uniforme espagnol par les Français. Il risque tout à fait l'exécution.
à 2 doigts d'être fusillé, il est sauvé de justesse par l'arrivée providentielle d'Asanza. Et à ce moment-là, il repart avec Asanza et il accepte d'entrer au service de Joseph, qu'il avait pourtant quitté, avec un emploi évidemment civil de chef de bureau au ministère des Indes que dirige désormais son protecteur. À Paris, en juillet de la même année 1810, il assiste au somptueux bal qui a été donné à l'ambassade d'Autriche en l'honneur du mariage de Napoléon avec l'archiduchesse Marie-Louise. Il accompagnait Asanza et sa femme. Et voilà qu'un gigantesque incendie transforme la fête en tragédie. Un incendie dont il réchappe, miraculeusement encore une fois, heureusement pour lui et pour nous, naturellement. Autant de faits, vous le comprenez, qui sont bien réels, qu'il a vécu, mais qui m'ont donné l'occasion de mettre en scène François de Fossat, et ce, d'autant plus librement, dirais-je, que d'abord, il ne peut pas toujours écrire à sa sœur ce qu'il vit, et ensuite, parce que curieusement, il ne décrit presque rien de ce qu'il voit, ni les paysages, ni même les gens. C'est d'ailleurs surprenant, enfin je trouve moi que c'est surprenant, et j'ai donc décrit en romancière ce qu'il a vu, c'est certain, mais qu'il n'a pas vraiment regardé. Alors par exemple, on aurait pu croire qu'au Mexique, il allait être saisi par les paysages magnifiques de ce pays et par les gens qu'il allait rencontrer. Pas du tout. Il n'en est rien. Et il n'admire dans une ville que ce qui reproduit ce qu'il a déjà vu en Espagne. Et dans un premier temps, il trouve les femmes laides. Dans un premier temps seulement. Alors la pensée m'est venue, bien sûr, que dans certains cas, il a pu vouloir ne pas effrayer sa sœur. Mais bien souvent, je pense, d'une part, il réagit en homme de son temps, et d'autre part, dire avec des mots ce qu'il éprouve, même s'il écrit remarquablement bien dans plusieurs langues, ça n'intéresse guère. L'expression de sa sensibilité, c'est évident, il faudra plutôt la chercher dans sa musique. Et d'une manière générale, François de Fossat fut très, très déçu par le Mexique, où pourtant il avait espéré faire fortune. Et ça n'a pas du tout été le cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est revenu pauvre comme Job. Il y resta plusieurs années au Mexique, mais en définitive, il n'aspira assez vite qu'à quitter, je le cite, ce chien de pays. Voici une carte de son voyage au Mexique qui est assez insolite et intéressante. C'est son périple qui a été dessiné par François de Fossat III, petit-fils de notre musicien, militaire, comme son aïeul, historien, qui fut à l'origine de la restauration du château de Vincennes et qui était aussi un aquarelliste d'une certaine notoriété à son époque. Alors si François de Fossat n'a pas pu, comme il le souhaitait, consacrer sa vie à la musique, elle l'a toujours accompagné. Elle a toujours été en lui, même dans les pires moments. Personnellement, vraiment, je n'en doute pas un seul instant. En décembre 1995, donc tout à fait au début de son arrivée en Espagne, il a demandé à Thérèse de lui envoyer sa guitare et des cahiers de musique. Donc, il joue, c'est son plaisir, dès qu'il le peut. Peut-être même commence-t-il à écrire sur ses cahiers. À Cadix, où il était, rappelez-vous, avec Asanza, il a le souci de renouveler les cordes de sa guitare, et alors qu'il n'est vraiment pas bien riche non plus à cette époque, il achète une autre guitare qui lui coûte 8 douros. Et c'est peut-être une guitare à 5 chœurs, encore courante en Andalousie à l'époque, 5 chœurs, c'est-à-dire 5 cordes doubles.
En France, il aura ensuite une guitare comme celle-ci, dite guitare romantique, qui appartient à Juan Francisco Ortiz. C'est l'œuvre d'un luthier des Vosges, elle date des années 1830 et les matériaux sont très précieux. C'est de la ronce d'érable, de l'épicéa, de l'ébène et de l'ivoire. Trouvée par hasard par Francisco Ortiz chez un marchand de musique à Perpignan, elle aurait pu appartenir à François de Fossat. En tout cas, il est certain qu'il a dû en posséder une dans ce genre. À Cadix, où il est resté un certain temps, je vous l'ai dit, François joue pour les belles, naturellement, qu'il courtise, et aussi pour Azanza. Azanza est un grand mélomane, et on donne des concerts chez lui, dans son salon. Et François joue. Il joue aussi, durant le très long voyage en bateau, 30 jours d'attente sur le bateau et 39 jours de navigation, quand il part pour le Nouveau Monde, le Mexique. Alors je devrais dire plutôt Francisco, parce que François, pour pouvoir partir au Mexique, doit se faire passer pour un Espagnol, le roi ayant interdit d'emmener des étrangers. Alors il est parvenu à parler la langue absolument sans accent, il l'écrit naturellement. Il prend seulement soin donc de donner une allure castillane à son prénom, et pendant qu'il y est, il le donne aussi à son nom de femme, son patronyme Fossat, qu'il écrit désormais avec un seul S, et ce, jusqu'à son retour en France en 1813. À Cadix encore à son retour, il compose ce qu'il jouera plus tard à Madrid avec tellement de succès qu'on le surnommera le Haydn de la guitare. Bref, même si c'est un aspect de sa vie qui est peu évoqué dans ses lettres, de Fossat garde manifestement intacte sa passion de la guitare et ne cesse pas non plus de se perfectionner en véritable autodidacte. Je l'imagine donc jouant, s'entraînant, enrichissant son savoir, tant sur le plan de la technique de son instrument que sur celui de la composition. Et voilà qui dénote une très grande persévérance et des capacités véritablement hors du commun. Il écrit des arrangements d'œuvres de Haydn, qu'il admire tout particulièrement, de Beethoven, de Mozart. Il écrit des arrangements d'ouverture d'opéra. Il recopie des quintettes de Boccherini qui sont parvenues jusqu'à nous grâce à lui. Et son découvreur moderne, Matania Hoffi, l'américain, dit même que De Fossat a apporté sa propre touche aux œuvres de Boccherini. Enfin, François de Fossat compose, je vous l'ai dit, des œuvres personnelles qu'il voulait, je le cite, modernes. Et il se produit dans les salons toutes les fois qu'il le peut, les salons qu'on appelait à l'époque les sociétés. Voilà un autre aspect attachant de la personne de François de Fossat. Il ne cesse d'apprendre, et pas seulement la musique. Il apprend seul à bien parler le castillan, je vous l'ai dit, à l'écrire, à écrire le catalan, qu'il parle naturellement depuis l'enfance, comme il continue aussi à étudier tout seul le dessin, les mathématiques et plus tard l'anglais, quand il envisage de partir s'installer en Angleterre, ce qui ne se fera pas. Il copie de la musique pour gagner quelques sous, parce qu'il en a bien besoin, mais aussi, sans doute, pour lui-même. C'est une façon d'apprendre, de se perfectionner. Il apprend encore et encore. Alors, si je parle de roman d'apprentissage pour cette première opaque, c'est que François de Fossat est vraiment un homme en devenir sur tous les plans, avec ses faiblesses et tous ses rêves. C'est un homme à la fois ordinaire, dirais-je, et exceptionnel. Un musicien génial qui n'a pas eu de chance, qui vivait à une époque hautement intéressante sur le plan de l'histoire, des idées, de la société, de son évolution.
et la suite de sa vie va le confirmer. Avant d'y venir, je vous propose d'écouter la fin du premier mouvement allegro d'une œuvre très personnelle encore, un trio concertant pour guitare, violon et violoncelle, dans laquelle apparaissent la volonté d'accorder à la guitare le rôle d'un instrument d'orchestre de chambre à égalité avec les autres, et aussi une perfection technique pour les trois instruments. Les guitaristes modernes s'accordent tous pour dire que l'œuvre de François de Fossat est extrêmement difficile à jouer. Cette œuvre, François de Fossat l'a dédiée, et ce n'est pas un hasard bien sûr, à un violoncelliste virtuose de son époque qu'il a connu, Heinrich Moritz Satzmann. Voici un extrait du trio. La seconde époque, publiée sous le titre Variations en clair-obscur, est pour moi le roman de la maturité. François de Fossat est désormais en France. Il y arrive en 1813, à 38 ans, juste au milieu de sa vie. Et j'ai organisé ce second roman de 400 pages en 22 chapitres qui sont regroupés en 3 parties. D'abord, loin de sa sœur, ensuite, revoir sa sœur, et enfin, vivre sans sa sœur. J'ai naturellement continué de m'appuyer sur la correspondance de François de Fossat avec Thérèse, qui était toujours à Perpignan. Il y a 150 lettres pour cette époque. Mais seulement cette correspondance, elle s'achève en 1822, peu avant la mort de Thérèse, à Perpignan toujours, et François, lui, vivra jusqu'en 1849. En outre, cette période présente 2 lacunes de taille. Pour l'année 1815 tout entière, et entre avril 1817 et septembre 1819. Alors pour l'année 1815, qui correspond évidemment aux 100 jours, et au début de la seconde restauration, j'ai imaginé de façon plausible, je crois, que François de Fossat s'était tenu en retrait et avait pu par conséquent s'adonner à sa passion de la musique, composant, jouant et rencontrant d'autres musiciens dans ce Paris où régnait une atmosphère un petit peu particulière. Les dates de composition de ces œuvres sont en général difficiles à établir. Certaines ont été éditées justement à Paris. En revanche, nous connaissons les dates de publication de plusieurs d'entre elles à Paris et ailleurs. C'est autant de repères, évidemment, extrêmement utiles. La musique de François de Fossat, franchement, elle est magnifique. J'ai continué de l'écouter en écrivant le CD de Francisco,
Mais j'ai aussi eu la chance d'entendre interpréter puis commenter de nombreux morceaux quand nous avons présenté dans divers lieux une sorte de duo littéraire et musical. J'ai aussi écouté avec beaucoup de bonheur d'autres musiciens et j'ai encore dans l'oreille, par exemple, l'interprétation de l'ouverture du Jeune Henri par Francisco Ortiz et Pascal Goz que j'ai entendu à plusieurs reprises. Ce sont des moments absolument privilégiés qui m'ont évidemment marqué et largement inspiré pour ce second opus. Alors toujours pour l'année 1815 à son début, je me suis intéressée de très près à ce qui s'est passé au fort de Vincennes entre le 9 et le 20 mars, sachant que François de Fossat s'était enrôlé comme volontaire royal et s'y trouvait. Ce qui ensuite lui a servi de façon tout à fait décisive pour solliciter et obtenir d'entamer une carrière militaire au service du roi de France qui va poursuivre jusqu'à sa retraite en 1844 à Paris. Voici Louis XVIII, un roi plein de sagesse selon les critères de François de Fossat. Et dans le même temps, en 1815, la fuite de Louis XVIII vers le nord, une fuite qu'accompagnèrent historiquement les jeunes mousquetaires Vigny et Géricault et le garde du corps royal Lamartine, ne pouvait manquer de stimuler ma création littéraire, vous vous en doutez. Voici maintenant quelques aspects justement du fort de Vincennes au fil des siècles, avec en particulier sur la seconde image à gauche, la tour de la reine et dans les fossés, le saule à l'endroit où fut fusillé le duc d'Enghien. Sans entrer dans le détail de mes inventions pour les séjours de François à Perpignan, sachez seulement que là aussi, des recherches minutieuses m'ont permis d'imaginer des scènes que je pense tout à fait plausibles. Par exemple, au jardin du Bastion de France, dans lequel j'imagine des promenades de François avec sa sœur Thérèse. Alors, des recherches à caractère historique, j'en ai mené beaucoup. Pour toute cette première moitié du XIXe siècle, privilégiant des documents d'époque, mais pas seulement, pour mieux cerner et mieux comprendre encore une fois ce qu'avait connu et vécu François de Fossat. J'avais lu et entendu dire que durant la seconde moitié de sa vie, il avait mené une existence de militaire plus calme qu'en Espagne et sans relief particulier. Alors j'ai été la première surprise de découvrir qu'au contraire, sa vie fut loin d'être un long fleuve tranquille. Je pense même que je pourrais reprendre l'expression que j'utilisais tout à l'heure. François de Fossat s'est souvent trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il faut dire, évidemment, que la période historique 1815-1850, elle est d'une très grande complexité et des troubles en tout genre n'ont pas manqué. Notre musicien militaire a été confronté à des difficultés majeures et il s'est trouvé au cœur de l'événement plus d'une fois, par exemple en 1822 à Strasbourg, où il était rapporteur au Conseil de guerre. Si Asanza a longtemps été son bon génie, pratiquement un père de substitution, à l'inverse, le général Pamphile Lacroix fut en Alsace son mauvais génie. Ainsi, François de Fossat a été mêlé de très près à l'affaire Caron, célèbre en son temps, qui se termina par l'exécution d'un officier, lequel fut réhabilité dans les années 1830. Or, à son procès, François de Fossat tenait le rôle d'accusateur. Et quand j'imagine ce qu'il a pu éprouver durant ces terribles semaines où, c'est une évidence, on l'a manipulé en lui cachant des informations essentielles, je crois que la fiction, là, elle rejoint largement la réalité,
surtout quand on pense qu'à cette même époque, sa sœur se mourait d'un cancer à Perpignan. Et c'est juste après la mort de Thérèse, début 1823, que François de Fossat se retrouve embarqué dans l'expédition des 100 000 fils de Saint-Louis, destinés à rétablir sur le trône d'Espagne Ferdinand VII, roi médiocre, parjure, que François de Fossat déteste à juste titre. Voyez plutôt d'ailleurs le féroce portrait que Goya a fait de ce roi. Ce portrait date lui aussi de 1814. Et là encore, François de Fossat, il est au cœur de l'histoire, sans l'avoir vraiment voulu. Et dans ce cas-là, de particulièrement trouble. La participation à cette campagne a dû lui poser un énorme problème de conscience. Lui qui, depuis 1814, reproche à Ferdinand, justement, ses parjures, son despotisme, ses mesures oppressives et iniques, avec, entre autres, le rétablissement de l'Inquisition. Signalons au passage que ce que le lecteur trouvera dans mon livre à propos du fort de Bellegarde est rigoureusement fondé sur une réalité historique, au plan général comme en ce qui concerne François de Fossat lui-même. Il n'a pas été commandant de ce fort, comme je l'ai entendu à plusieurs reprises dans cette région. Certes, il y est forcément allé, il y est forcément monté. Et j'imagine d'ailleurs des scènes dans ce lieu splendide, mais en fait, il avait été détaché en bas du fort, au Pertus, pour assurer la surveillance des cols. Voici quelques photos de Bellegarde, justement, aujourd'hui, avec une vision 18e, là c'est le moderne, et voilà la vision 18e de la trilogie Pertus, Bellegarde, Panissard. Et donc, lui, il surveillait les magasins qu'il y avait à cet endroit-là, et il surveillait aussi l'école. Il n'était pas commandant du fort de Bellegarde. Il est probable, en tout cas, que... Alors, il y a aussi une maquette, voilà, la maquette très réussie du fort de Bellegarde, avec sa magnifique architecture vaubannienne. Bon, il est quand même probable que c'est au cours de cette campagne des 100 000 fils que François de Fossat, envoyé à Madrid lors de l'occupation française en mars 1824, a rencontré Dionisio Aguado, qu'il reverra à Paris et qui deviendra pour lui un ami intime. Voici le portrait d'Aguado, bien connu des guitaristes classiques, qui est mort la même année que de Fossat, 6 mois après lui. François de Fossat traduira en français sa méthode pour guitare en l'enrichissant d'éléments très importants, en particulier sur la technique des harmoniques artificielles. Dans une préface, Aguado lui-même rend hommage aux grandes compétences musicales de son ami Monsieur de Fossat et il le remercie pour son travail de rectification de quelques théories et son apport pour les règles de l'art de moduler qui intéressent encore aujourd'hui beaucoup de guitaristes classiques modernes. Quand Aguado repartira dans son pays, en 1838, François de Fossat lui dédiera un très beau morceau empli d'émotion. Et je vous propose d'écouter un extrait qui est tiré de cette œuvre très touchante intitulée le Recuerdo. C'est un très beau mot espagnol qui renvoie évidemment à la langue latine et qui suggère qu'on se souvient avec le cœur, siège du sentiment. Vous allez l'entendre, il y a une très jolie phrase solo qui revient, qui s'enrichit, qui s'accélère. Les accords, les arpèges, les sons harmoniques très flûtés se succèdent. Je vous propose d'écouter le deuxième mouvement de cette œuvre.
Je vous le disais tout à l'heure, les épisodes dramatiques n'ont pas manqué dans la vie de François de Fossat, y compris en France. Certains ont dû être très difficiles à vivre pour lui, en particulier en 1830, pendant les Trois Glorieuses, 27, 28, 29 juillet, où il se trouvait en garnison à Gap. Il a réussi à ramener le calme sans aucune provocation, ce qui lui a valu les félicitations du préfet. Ensuite, en 1834, il se trouvait à Montbrison, et là, un officier s'est suicidé. Ensuite encore, à Salon de Provence, où il se trouvait en 1837, 38 et 39. Et dans cette dernière ville, d'après une lettre qu'il a écrite à Sophie, sa femme, que j'ai confrontée à des documents de justice civile plus un document militaire, il est très clair qu'elle a joué un rôle extrêmement important, se dévouant avec intelligence et efficacité pour venir en aide à son époux, qui était à ce moment-là atteint dans son honneur et injustement calomnié. Alors, certes, j'avais peu d'éléments pour raconter ces années-là, mais le peu que j'avais et une réflexion personnelle m'ont permis, je crois, d'éclairer, sans la trahir, la personnalité de François de Fossat, toujours naïf, tourmenté, mais toujours sincère aussi. Homme d'honneur, fidèle à ses idéaux, à la fois sur le plan personnel et sur le plan politique. À propos de Sophie, sa femme, Sophie Vautrin, que François de Fossat épousa à 50 ans et qui avait 23 ans de moins que lui, je comprends qu'on ait pu se demander s'il n'avait pas fait là un mariage de raison. Mais je ne le crois pas. Et j'ai plusieurs indices pour asseoir ma conviction. Entre autres, des recherches généalogiques m'ont permis de mieux la situer dans son milieu social à Strasbourg. Elle était issue de deux familles d'artisans, une famille protestante du côté de sa mère et catholique du côté de son père. Et ce dernier, personnage tout à fait romanesque lui aussi, fut militaire au sein de l'armée révolutionnaire pendant 2 ans durant sa jeunesse, avant de revenir à Strasbourg, s'installer près de la cathédrale comme chandelier, c'est-à-dire fabricant et vendeur de chandelles. Alors on peut trouver piquant quand même qu'un monarchiste catholique comme de Fossat, même s'il est devenu partisan d'une monarchie constitutionnelle, ait épousé la fille d'un combattant de la Révolution et d'une protestante. Objectivement, nous savons peu de choses de Sophie, mais le fait, par exemple, qu'elle ait suivi son mari de garnison en garnison, ce qui n'était pas fréquent à l'époque, d'autant qu'on restait dans une garnison 1 à 2 ans et guère plus, elle a toujours suivi. Et le fait aussi que de Fossat lui-même et un Guadeau lui ait dédié des œuvres musicales invite à voir en elle une femme musicienne, attachante et aimante. Nous y invite aussi la réflexion de François de Fossat que j'ai trouvée dans une lettre adressée à son neveu et datée de 1827. Je le cite. « Je n'ai jamais goûté une telle somme de bonheur.
tu ne le comprendras que lorsque tu auras toi-même uni ton sort à une femme qui partage tous tes goûts, toutes tes idées, car ce n'est que de cette manière qu'on est réellement duo in carne una, deux dans une seule chair, c'est-à-dire indissolublement liés. Pour moi, le couple Sophie-François fut un couple uni et amoureux. Ça montre aussi que François de Fossa a connu de vrais moments de bonheur, et il le méritait bien, en particulier avec sa femme et avec les 3 enfants qu'ils ont eus ensemble, et aussi, naturellement, grâce à la musique. Elle tient une place plus importante dans ce second opus. Certes, encore une fois, je ne suis ni guitariste ni musicologue, mais je suis mélomane et j'ai laissé s'exprimer avec sincérité ma propre sensibilité pour traduire à la fois ce que j'imaginais qu'avait pu éprouver François de Fossa quand il composait ou quand il jouait, et ce qu'un auditeur ou une auditrice de son époque ou d'aujourd'hui peut éprouver en écoutant sa musique, ses compositions. J'ai imaginé de Fossa se produisant, et c'était le cas, dans des salons, des sociétés, comme on disait au XIXe siècle. Un livre célèbre de 1825 avait un titre tout à fait significatif de l'engouement de l'époque pour la guitare, la guitaromanie. Il était illustré de lithographies humoristiques comme celle-ci, intitulée Air varié, avec une ambiance de salon, un guitariste, des dames assises devant, des hommes debout derrière, 2 assis qui écoutent, 2 autres debout derrière le musicien qui bavarde, et puis un domestique qui apporte des rafraîchissements. Et puis la seconde, la contredanse, autre ambiance de salon, des guitaristes, dont 2 femmes, des couples qui dansent. Et Fossa a écrit des airs de contredanse qui étaient très à la mode à son époque. La troisième est amusante, je crois. C'est une discussion entre les carolistes et les molinistes. Discussion pas très sereine, comme vous pouvez le voir. Les carolistes étaient adeptes de l'utilisation des ongles, comme leur maître, l'italien Caroli, pour jouer de la guitare. Et les molinistes, à l'exemple du guitariste italien, lui aussi Molido, défendent le jeu sans les ongles, où seule la pulpe attaque la corde. En ce qui concerne François de Fossa, lui, il recommande l'usage des ongles, parce que, je le cite, c'est le seul moyen d'obtenir un plus grand volume et une plus belle qualité de son. Alors j'ai bien sûr mis en scène des rencontres avec des musiciens de son époque, pas seulement Sor ou Aguado, mais aussi Caroli, par exemple, qui lui a dédié des menuets et des valses, des théoriciens aussi, comme Galin, des luthiers réputés à Bordeaux, à Paris et à Lyon. Je le montre ainsi, venu chercher une guitare qu'il avait réellement commandée pour sa nièce chez Jean-Nicolas Jeannot. Et on peut penser qu'elle ressemblait à celle-ci. C'est une guitare qui date de 1821 et qui est signée de Jean-Nicolas Jeannot, luthier en effet à Lyon. Et on note sa forme très particulière et très élégante qui évoque une lyre. Et ce qui faisait dire à Fossa qu'elle était, je cite, d'une nouvelle forme très sonore et infiniment plus commode que l'ancienne. Alors il y a eu au XIXe siècle des recherches très poussées concernant la guitare. C'est ainsi qu'on a vu justement des guitares lyres, comme celle-ci, très belle, et puis des harpolyres, une invention de Salomon que de Fossa a bien connue et qui a été fabriquée en 1829. Cette harpolyre, comme vous le voyez, elle a 21 cordes réparties sur 3 manches.
Il y en avait une dans la succession de François de Fossat à sa mort en 1849, avec 3 autres guitares. Et il a composé une œuvre pour cet instrument dédiée à son inventeur, ce qui est une preuve, une fois de plus, de son goût très marqué pour les nouveautés de son époque. Il faut aussi avoir en tête qu'à ce moment-là, la guitare, elle est fortement concurrencée par les pianos forte. Et donc, on fait des inventions concernant la guitare, on essaye de la défendre le plus possible et ce n'est pas évident. Pour souligner encore le goût de la modernité de François de Fossat, c'est lui encore qui, sur une partition, mentionne l'usage du métronome qui a récemment été mis au point par Melzel. Il le met en note sur sa partition de 3 trios concertants qu'on date de 1821 ou 1822. Plus que jamais, dans cette seconde partie de sa vie, jusqu'à sa mort en 1949, François de Fossat apparaît comme un personnage romanesque, attachant, en proie à des tourments et à des chagrins intenses, en butte à des difficultés parfois quasi insurmontables. J'ai vu en lui un homme qui était souvent ballotté par les événements, qui n'a pas choisi sa vie, qui a été contraint à beaucoup de renoncements. À des scènes ne sont évoquées, par exemple, dans ce second opus, des épisodes très dramatiques qu'il avait vécus antérieurement quand il était nettement plus jeune. Par exemple, son enrôlement dans l'armée des émigrés en 1793 à 17 ans que j'ai évoqué au début, avec une traversée des Albers qui a été terrible, parce que le temps était exécrable, que la neige était tombée en abondance et que la maladie sévissait parmi les hommes. Il y a aussi ses blessures en Castille en 1809. J'avais remarqué que dans ses lettres de l'époque, il n'avait pas voulu en parler. Et j'ai pensé que plus tard, à la maturité justement, il pouvait lui-même revenir sur ce qu'il avait vécu et surtout sur la manière dont il l'avait vécu. Et c'est dans mon livre, pour son neveu, auquel il était très attaché, qu'il raconte 30 ans plus tard sa terrible traversée des Albers en plein mois de janvier avec ses compagnons de la Légion Panetier, ravagés par la maladie, mal équipés, en proie aux tempêtes de neige qui sévissaient dans la montagne. Vous avez sous les yeux l'itinéraire qui fut le sien et ceux de ses compagnons dans les Albers. L'itinéraire probable. En 1828, je l'imagine aussi, racontant à sa femme les blessures au sabre qu'il avait reçues en 1809 lors des défaites espagnoles. Je pourrais vous parler encore longtemps oui, de cet homme, mais on arrive au bout. Je voudrais terminer avec sa musique, non sans avoir précisé quand même qu'il est mort le 3 juin 1849 à 74 ans en parisien le victime de la deuxième épidémie choléra qui a ravagé Paris et en particulier la rue. Je vous propose donc d'écouter pour lire la fin lente et étonnante de 5 fantaisies sur l'air des Folies d'Espagne. Les variations sur les thèmes des Folies d'Espagne, elles étaient très répandues au fin 18e et début 19e. Et dans l'œuvre de Fossat, les musicologues d'aujourd'hui remarquent qu'il a admirablement exploité les ressources techniques de son instrument et qu'il a toujours créé une œuvre originale. Je voudrais vous faire entendre la 6e et dernière variation brillante, suivie de la coda en 18 mesures à 2 temps très insolite. Écoutez bien, on dirait une sardane. Or, la sardane que nous connaissons, ce n'est pas.
de François de Fessat. Néanmoins, il a pu entendre à Barcelone ou à Figueres et là, ce qu'on appelait la sardane courte ou encore un contrepas dansé par les hommes. Et la coda à 2 temps là, dans son œuvre arrive de façon surprenante après 6 variations qui, elles, sont à 3 temps, donc ils changent à la fin. Je trouve ça très fort. Je vous remercie. À disposition.